Bienvenue à ce 12e épisode des Péripéties du mardi. Bienvenue, vraiment très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Peut-être que vous écoutez en redifféré, tout ça est bon. Donc, bonsoir, bon matin, bonne nuit, dépendamment le moment où vous écoutez ceci. Bien heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous dévoiler une aventure qui m'est arrivée, une péripétie, une anecdote, une expérience et de vous partager ce que j'en ai retenu, les prises de conscience que j'en ai pu faire. Bref, les outils que j'ai pu utiliser aussi pour traverser ce moment-là. Donc, en souhaitant que ça vous soit utile. Je crois profondément qu'on est tous uniques, mais que les expériences qu'on traverse nous fait, dans la vie, en fait, nous fait vivre sensiblement les mêmes choses. Et j'espère que vous vous reconnaîtrez à travers les histoires que je vous raconte et que ça puisse vous être utile aussi de par les prises de conscience que j'en ai faites, qui pourront peut-être vous éclairer à votre tour. Du moins, c'est ce que je souhaite. Donc, mon nom est Lise Laflamme, je suis designer de vie intérieure. C'est un titre que je me suis créé suite à 16 belles années à agir à titre de psychothérapeute et de sexologue. Donc, j'ai décidé de laisser ces titres-là professionnels qui m'ont convenu pendant plusieurs années et qui, un jour dans ma vie, ne me convenait plus. Je m'y sentais beaucoup à l'étroit et donc j'ai décidé de me renouveler, de prendre tout le bagage, toutes les connaissances, toute l'expérience que j'ai accumulée au fil de ces années-là et de les transformer et de créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui est davantage à mon image, quelque chose qui, je suis convaincue, peut davantage vous servir, en fait, de par les possibilités plus nombreuses qui sont possibles avec cette nouvelle avenue-là que j'ai décidé d'emprunter. Donc, je fais présentement du coaching, de l'accompagnement pour les hommes, les femmes et les couples qui sont déterminés à se mettre en priorité et à se mettre en action également pour créer vraiment plus de mieux-être, vraiment une vie personnelle et amoureuse plus alignée avec ce qui compte le plus pour eux, qui fait plein de sens. Et donc, c'est toujours un bonheur pour moi de les accompagner. Que ce soit en virtuel ou en présentiel, si vous êtes en Beauce, pas très loin de Saint-Georges. Donc, si vous voulez plus de détails à ce sujet-là, je vous invite à visiter mon site internet, le www.liselaflamme.ca. Donc, n'hésitons pas un instant, voyons voir la péripétie que je vais piger. Et si vous écoutez en direct présentement ou même en différé, je vous invite à me saluer. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là, de vous saluer à mon tour. Et si vous avez des questions par rapport à ce que je raconte, si il y a des sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde prochainement, parce que j'ai décidé d'ajouter une section bonus aux péripéties du mardi. Donc, une section bonus où j'aborde un thème particulier. Ça peut être la semaine passée, entre autres, j'ai parlé du mensonge en lien avec l'entrevue que Céline Dion a accordée à Jean-Philippe Dion. Donc, c'est ça. Donc, un supplément, un bonus qui pourrait être éclairant, utile, je le souhaite, pour vous, sur différents thèmes qui peuvent toucher la vie de couple, les défis personnels qu'on peut rencontrer, et aussi comment peut se dérouler un coaching où des fois, je suis vraiment inspirée par ce qui se passe dans mes coachings, puis je ressors juste un élément qui, je crois, pourrait être utile à plusieurs. Et donc, je peux le reprendre lors de cette section bonus-là. Mais si vous avez vraiment des questions ou un défi ou un thème que vous aimeriez que je donne ma perspective à moi, mon avis, peu importe, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse en prendre connaissance et
répondre à tout ceci. OK. Alors, je le lis, c'est une longue péripétie. Je m'étais mis un long message pour celle-là. C'est une péripétie qui, j'étais vraiment tout jeune, vraiment, vraiment tout jeune. Hem, mon père était un grand sportif. Il aimait vraiment beaucoup ça, s'activer. Donc il m'a, appris, plein de sports en fait, entre autres le patinage, ça c'était, tous les samedis matins, nous allions, patiner ensemble et l'hiver aussi, il m'amenait faire du ski de fond. Donc voilà, c'était des balades en ski de fond, des beaux moments où on était en nature, et qui étaient très agréables et cette péripétie-là, que j'appellerais, mon premier trophée. Je vais l'appeler comme ça, cette péripétie-là. Donc, après avoir fait, une petite balade en ski de fond, il y avait je me rappelle plus du contexte, mais il y avait une célébration, un party, comme on pourrait bien dire simplement, où il y avait de la danse, où, c'était très animé et tout ça. Et c'était à l'époque et là, ça va vous en dire un peu plus sur mon âge, qui ne me gêne pas du tout. Donc j'ai 45 ans, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Donc c'était l'époque où c'était le hit de l'heure, Nathalie Simard, La danse des canards. Donc c'était, très populaire à ce moment-là et pendant ce party-là, d'après ce qu'ils font, ils avaient décidé de faire un concours pour les enfants. Donc, avaient invité tous les enfants à venir, bon, dans l'espace, là, qui avait tassé les chaises, puis que là, c'était comme leur piste de danse improvisée qu'ils avaient fait. Et elle avait invité tous les enfants à venir sur cet espace-là. Puis, on se souvient, la danse des canards, pour ceux qui connaissent de quoi je parle, il y avait des gestes qui allaient aussi, un peu comme la Macarena, si vous êtes plus vieux. Hein, donc, c'est ça. Il y avait des gestes qui allaient avec la chanson. Donc, pour la danse de canard, c'est la même chose. Il y avait aussi des petits gestes, une petite chorégraphie associée à ça. Et donc, beaucoup d'enfants, en fait, connaissaient, dont moi. Et donc, ils nous invitaient à venir faire notre prestation. En fait, tout le monde en groupe, hein, d'aller danser, en fait, sur cette chanson-là. Et en nous disant que, c'était comme un mini concours là, improvisé en fait, et que, ils allaient sélectionner, la meilleure performance, disons ça comme ça. La meilleure performance, puis là, ils nous montraient qu'il y avait un petit trophée, puis associé à la personne, à l'enfant qui allait se démarquer en fait, par rapport à ce moment-là de cette chanson-là où on dansait, où on était invité à danser en fait. Donc, je me rappelle, très heureuse d'aller sur la piste de danse et de pouvoir, vivre ce moment-là, puis de danser comme bon me semble et tout ça et et la chanson se termine et en fait, on annonce, bon, que la personne qui gagne le fameux trophée et là, on me pointe moi et en aucun cas, moi, j'avais jamais rien gagné, là. Tu sais, là, j'étais au début du primaire quand c'est arrivé, ce concours-là, en fait, que j'ai participé de façon très spontanée, en fait. Mais c'est ça, j'avais jamais rien gagné dans ma vie ou j'avais jamais eu l'impression de m'être démarquée dans quoi que ce soit. Hem et donc je me rappelle la surprise que j'avais eue, tu sais et de même regarder alentour de moi, voir si c'était de vraiment moi qui pointait du doigt en disant: «Ben, oui, c'est toi qui gagne, la meilleure prestation, la meilleure performance, puis qui vient chercher ton trophée et tout ça». Fait que je regarde, puis là, finalement, je comprends que c'est vraiment moi. Fait que là, j'y vais. Puis là, je me rappelle, j'ai un grand sourire parce qu'il y a des photos de ça. Puis là, j'en reviens pas que j'ai gagné un trophée. Hem, c'est ça, j'en reviens juste pas. Et ce que je me rappelle profondément, c'est la sensation
de fierté qui m'habitait. Ce feeling-là, pas parce que j'étais meilleure que les autres, ça n'a pas rapport. C'était vraiment, dans mon cas, moi en tout cas, c'était pas de là ça venait, cette fierté-là. Mais la fierté qu'alors que j'avais du plaisir à lâcher mon fou, à danser et tout ça, que ça pouvait se démarquer et en étant qui j'étais, dans ma spontanéité, dans ma légèreté, dans mon enthousiasme, donc dans mon intensité aussi que je peux avoir, que ça se démarque et que ça soit honoré en fait. Et ce sentiment-là de fierté, de reconnaître ça, que quelqu'un d'autre le reconnaisse, comme je vous dis, le sentiment de fierté, il était vraiment très fort. Et c'est le premier sentiment de fierté que je me souviens du moins. Peut-être que j'en ai eu d'autres précédemment, mais c'est vraiment mon premier souvenir clair de ce sentiment si délicieux qu'on peut ressentir quand on est fier de soi. Et j'avais envie de vous poser cette question-là. Quel est votre premier souvenir de fierté? C'est quoi votre plus lointain souvenir d'un moment où vous avez ressenti ça partout à travers vous, ce sentiment de fierté-là? Est-ce que vous êtes capable de vous en imprégner de ce souvenir-là pour vraiment comme le revivre d'une certaine façon? Et c'était rattaché à quoi? Qu'est-ce qui vous avait... quel était le contexte de ce moment-là pour vous? Est-ce que c'était après avoir fait plusieurs efforts? Est-ce que c'était en étant complètement vous-même? Peu importe. Pour vraiment vous rappeler, vous remémorer à quel point c'est un sentiment incroyable d'être fier de qui on est, de ce qu'on a pu accomplir. Et que je trouve que c'est un sentiment dont on ne parle pas assez souvent, la fierté. Allô Audrey, contente que tu sois là? La fierté d'être qui on est, de reconnaître nos talents, nos forces, nos aptitudes, nos talents, tout ça, notre être, qui on est simplement. Cette fierté-là, quand elle s'infiltre, quand on la ressent en nous, à quel point c'est extraordinaire. Et comment ça serait possible de ressentir ça plus souvent? Comme je dis, je trouve qu'on parle d'estime de soi, on parle, en tout cas, il y a plein de choses qui est abordées. Puis je dénigre pas ça, c'est bien correct. Tout ça, c'est bon. Mais la fierté, est-ce qu'on est capable de nous-mêmes, pas attendre que les autres soient fiers de nous? Est-ce qu'on est capable par nous-mêmes d'être fiers de ce qu'on arrive à faire, même quand c'est des petites choses, mais qui peut être perçu petit de l'extérieur, mais que pour nous, c'est une grande victoire, un grand succès. Et si on s'autorisait à ressentir cette fierté-là plus souvent, qu'est-ce que ça changerait? Je pense que la fierté, c'est un état, une sensation qu'on aurait tous avantage à s'accorder plus souvent, à tenter de ressentir plus souvent et à voir qu'est-ce qui est possible de faire pour chacun d'entre nous pour le ressentir plus souvent. De se poser la question, OK, si je vais dans cette direction-là ou si je fais ça, est-ce que je vais en être fière? Est-ce que ça va être aligné avec qui je suis, avec les valeurs profondes que j'ai, avec le sens que je veux donner à ma vie, avec les couleurs que je veux donner à ma vie?
si je persévère dans quelque chose qui est ardu pour moi, mais qui fait sens pour moi, est-ce que je vais ressentir de la fierté? Est-ce que je vais me permettre de la ressentir ou je vais vite passer à autre chose en disant: «Bon, ben OK, là, c'est accompli». Non, prendre le temps de célébrer nos petites et grandes victoires, nos petits et grands pas, nos petites et grandes actions. Cultiver la fierté. La fierté de qui on est, pas juste qu'est-ce qu'on fait, pas juste être dans le faire. D'être capable de reconnaître qui on est, puis d'en être fier, même si on n'est pas parfait et parfaite. Même si on a des défauts, même si on a commis des erreurs. Donc, je vous invite à cette réflexion-là. Un, de vous remémorer, c'est quoi votre plus lointain souvenir où vous avez ressenti une belle grande fierté? C'était relié à quoi? Quel contexte? Quelle réalisation ou quelle situation? Peu importe. Et de voir, est-ce que vous cultivez le sentiment de fierté maintenant que vous êtes adulte? Est-ce que vous vous exercez à reconnaître qui vous êtes et d'en être fier? Pas juste dans vos accomplissements, mais dans la personne que vous êtes. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure avec le lien avec le sentiment de fierté et les réflexions ou en tout cas ce que je vous ai proposé comme réflexion à avoir puisse vous être utile. Ce que je trouve étonnant aussi, que je vais rajouter par rapport à cette expérience-là où j'ai gagné un concours de danse alors que j'étais toute petite, c'était sans me douter que plusieurs années plus tard, vraiment là, ben au moins, ben je dis plusieurs. OK, j'exagère. Quand j'y pense là, c'est comme 4 ans plus tard qu'une connaissance dans ma classe allait m'inviter à participer à un premier cours de danse qui s'organisait à l'école primaire où j'étais. Et que moi, j'accepte tout bonnement en me disant, ben, pourquoi pas essayer cette activité-là? Et que ceci aura été le premier choix d'accepter cette invitation-là, le premier choix qui m'aura amené vers une des plus grandes passions, pour ne pas dire la plus grande passion que j'ai pu avoir par la suite et qui aura fait partie de ma vie plus de 20 ans. Donc, la danse a occupé une grande place dans ma vie. De ce moment-là jusqu'à mi-vingtaine, en fait, où ça a été mon sport, ça a été ma passion, ça a été mon loisir, j'ai enseigné à mon tour, donc ça a pris une grande place. Donc, je ne sais pas si le sentiment de fierté que j'avais eu plus petite m'aura permis peut-être d'accepter plus facilement l'invitation de cet ami-là dans ma classe. Pour la suite des choses, qui sait, peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas non plus. Mais je trouve ça quand même fascinant de voir que je me suis démarquée toute petite, sans avoir pris de cours, juste en étant spontanée et moi-même, et que plusieurs années plus tard, ben, que là, j'ose aller découvrir cet art-là, en fait, qui est la danse, et de m'y être exercée beaucoup, de m'y être consacrée beaucoup, avec une grande joie, et de découvrir un talent qui était présent. Mais un talent, on ne peut pas juste s'appuyer là-dessus, donc on doit s'exercer pour le développer. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Donc, et j'ai vécu beaucoup de fierté à travers ce parcours-là de danse aussi. Des belles réalisations, des beaux moments.
j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler dans d'autres péripéties qui concernent la danse aussi, parce que ça a occupé vraiment une grande place dans ma vie pendant de nombreuses années. Donc, pour la section bonus, ben, je ne sais pas, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Pour la section bonus, une chose, peut-être deux, ça va dépendre. Combien de temps ça va me prendre pour parler de la première chose? J'ai envie de vous parler de ce que les gens pensent venir chercher quand ils font appel à mes services de coaching puis d'accompagnement, que ce soit en individuel ou en couple. Rapidement, ce que les gens me nomment en premier, c'est qu'ils ont besoin, la très grande majorité du temps, de trucs, qu'ils ont besoin de conseils, qu'ils ont besoin d'un éclairage différent. Mais ils reviennent souvent sur les trucs, les astuces, c'est beaucoup ça, là. La demande ou le besoin qui est exprimé en premier. Et je suis souvent... En fait, c'est pas ça. Je suis plus étonnée. C'est pas vrai. Ça fait 18 ans que je fais ça. Je suis plus étonnée. Ce que moi, je constate, c'est que les gens qui osent venir chercher de l'aide, tendre la main pour dire, OK, là, j'ai envie d'emprunter un chemin différent parce que j'ai besoin d'arriver à des résultats différents aussi. Que ce que les gens ont besoin en premier lieu, c'est d'une écoute pleine et entière. Une écoute pleine et entière où ils peuvent dire tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ressentent, sans se censurer. Cet espace-là sécuritaire pour se dévoiler, c'est ça qu'ils viennent chercher. Un espace où ils ne se sentent pas jugés, où ils se sentent accueillis, peu importe l'état dans lequel ils se trouvent. C'est vraiment ça. Le premier, je ne sais pas si j'ai envie de dire bénéfice, mais la première chose à laquelle ces séances-là répondent, c'est ça. Une écoute bienveillante, un espace sécuritaire où il n'y a pas de place au jugement, où l'accueil est total. Et je suis convaincue que c'est ce qui fait que même après une première rencontre où on va avoir davantage exploré ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, la situation qu'ils traversent, puis que j'aurais pas donné de trucs ou en tout cas, tu sais, on s'est pas rendu à cette étape-là nécessairement et les gens me disent « Je me sens déjà mieux. Ça a déjà fait, il y a comme un immense poids de moins sur mes épaules. » Pourquoi? Parce qu'ils se sentent plus tout seuls. Ils se sentent plus tout seuls à traverser cette période-là, ardue pour eux. Parce que quand on écoute réellement quelqu'un, et c'est là que peut-être j'ai envie de vous outiller. Écouter quelqu'un, c'est le prendre le temps de s'arrêter d'abord. Arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Si on veut faire une écoute là, pleine et entière, arrêtons-nous pour vrai. Une écoute pleine et entière, c'est d'abord que notre corps, notre cœur, puis notre esprit soient tout ensemble dans ce moment-là présent avec la personne. C'est de consacrer toute notre attention à cette personne-là. Donc, c'est mettre de côté le cellulaire, c'est de fermer la télé, c'est de se consacrer
à entendre ce que la personne est en train de nous dire. Et donc pas en train de préparer une réponse, une solution. C'est pas ça. C'est recevoir, c'est d'accueillir sans jugement ce que la personne a à nous dire. Donc des fois, je le vois là, dans mon bureau, là, des fois, souvent, dans des couples là, où un parle, puis je le vois que l'autre est son esprit est ailleurs, il est distrait ou elle est distraite par autre chose. La qualité de l'écoute, de la présence, de l'attention, c'est fondamental. C'est une clé extraordinaire. Et on a à s'exercer à ça. Pour nos amitiés, pour notre vie de couple, pour nos proches, pour nos enfants aussi. Une qualité d'écoute, j'ai envie de dire phénoménale. Ça éviterait et ça évite tout plein de malentendus, tout plein de replis sur soi, parce que quand on ne se sent pas réellement écouté, entendu, ou si on se sent jugé de par la personne qui écoute, c'est sûr qu'on va se refermer. C'est sûr qu'on va faire un pas en arrière. On va limiter notre dévoilement. On va peut-être tirer même la conclusion pour certains que aussi bien que je m'arrange tout seul. Donc, ça demande une écoute, une réelle écoute, ça demande beaucoup d'ouverture. Ça demande de mettre soi entre parenthèses pour être là pour l'autre. Ça demande que toute notre attention soit sur la personne. Et c'est quoi le cadeau qu'on fait à la personne quand on est dans cette forme d'écoute-là? C'est qu'on est en train de lui dire qu'elle est importante pour nous, qu'elle a de la valeur pour nous. Et donc, ça répond à un besoin de considération. Ah, je me sens considérée, je sens que ce que je vis a de l'importance aux yeux de l'autre. Ce que j'exprime, c'est tenu en compte. C'est tout ça que ça apporte. Et c'est pour ça que les premières rencontres de coaching et même toutes les suivantes ont cette qualité-là et répondent à ce besoin-là de se sentir considéré, reçu sans jugement. Et ça fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup. C'est ce que j'observe, c'est ce que les gens me rapportent. C'est drôle, hein? Les gens, ils me parlent plus de trucs, puis d'astuces, puis tout ça après, là. On y vient plus tard. Mais là, la première étape, c'est juste de recevoir tout ça, d'accueillir tout ce que la personne a à exprimer. Au niveau de ses émotions, au niveau de la situation qu'elle trouve ardue. Donc, c'est ça, de recevoir tout ça avec empathie, avec sensibilité. Donc, je vous invite à observer votre qualité d'écoute. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer peut-être de 2 cette qualité d'écoute-là? Ça exige de prendre le temps de ralentir, de s'arrêter pour offrir ce beau cadeau-là à la personne qui ose avec courage se confier, nous faire confiance. C'est aussi ça. C'est pourquoi je dis tout le temps aux gens qui viennent me consulter à quel point je trouve que c'est un privilège qu'ils m'accordent leur confiance. Parce qu'ils se montrent vulnérables à moi. Et moi, j'ai envie de
célébrer ça en leur offrant une écoute des plus bienveillantes. Donner de l'importance à ce qui est exprimé. Avant de trouver des solutions ou avant de voir qu'est-ce qui peut être ajusté, qui va faire en sorte que cette situation-là va progresser. Mais comme je vous dis, c'est de penser qu'écouter, ce n'est rien faire pour la personne. C'est un mensonge. C'est pas vrai. C'est pas passif. Au contraire, vous offrez plein de cadeaux à la personne quand vous l'écoutez réellement. Comme je vous dis, comme je vous l'ai dit tantôt, vous la faites sentir importante, cette personne-là, considérée. Vous la reconnaissez dans ce qu'elle exprime. C'est wow! C'est immense le cadeau que ça fait. Et c'est pas pour rien que les gens me disent: «Ah, je me sens vraiment mieux. C'est comme un poids qui vient de partir de mes épaules». Ouais. Fait que je vous invite à réfléchir à votre qualité d'écoute et de voir comment vous pouvez peut-être l'améliorer. Peut-être que vous êtes déjà des champions, tant mieux. Vous êtes des champions par rapport à l'écoute. Et c'est d'observer, hein, quand on est plus fatigué ou quand nous-mêmes, on vit des périodes plus difficiles, ben, notre qualité d'écoute, bien sûr, peut être impactée par ça. Hein. Il faut aussi être bienveillant envers soi. On n'a pas toujours la même qualité d'écoute. On n'a pas... c'est ça. Donc, il faut aussi faire preuve de bienveillance avec nous. Et c'est important. Dernière astuce. C'est important quand on n'est pas disposé, quand on n'a pas... Quand on n'a pas les bonnes dispositions pour écouter. C'est tellement plus avantageux de le dire à la personne, c'est pas un bon moment. Je sais que ce que tu as à me dire, c'est important. C'est pas un bon moment pour moi. Puis j'ai envie vraiment de bien t'écouter, fait que je préférais qu'on en discute plus tard. Ça, pour moi, c'est beaucoup de maturité. Ça, pour moi, c'est de considérer l'autre, de se responsabiliser par rapport à ça. Ah, moi, personnellement, je le sais, là, un de mes proches, tout ça, qui voudrait se confier à 11h le soir, ça va être tough. Parce que c'est pas là que moi, je suis dans mes meilleures dispositions et ma qualité d'écoute risque d'être très peu optimale. Disons ça de même. Vraiment pas. Donc, pas un bon timing. Ça veut-tu dire que je peux pas écouter du tout? Non. Ça veut juste dire que il y aurait vraiment des meilleurs moments. Puis c'est ça que j'ai envie d'offrir quand même. Sans m'exiger ça, mais quand même offrir une belle qualité d'écoute. Donc, se responsabiliser, reconnaître ses limites par rapport à ça. Puis rappelez-vous que l'autre personne, si nous, on n'est pas disposé à offrir une bonne écoute, elle peut prendre le choix de, si c'est urgent là, de voir, ben, qui d'autre pourrait m'offrir ça présentement? Est-ce que j'ai un ou une amie? Est-ce que j'ai une sœur, un frère? Donc, de ne pas prendre la charge de il faut que je sois d'une bonne écoute ici maintenant parce que l'autre en a besoin. On fait partie de cet échange-là. Donc, c'est important de reconnaître si on peut l'offrir à l'autre ou pas. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous guide. J'espère que ça vous fait prendre conscience de certaines petites choses qui pourraient vous être utiles pour la suite, pour améliorer votre communication, qui est, ma foi, une des demandes les plus fréquentes, particulièrement en consultation de couple. Hein, toutes les couples veulent améliorer leur communication. La communication, c'est pas juste ce qu'on dit, c'est beaucoup comment on écoute. C'est largement sous-estimé, la capacité d'écoute. C'est pourquoi j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous dis que les trucs, les astuces, tout ça,
peuvent être utiles, mais que le plus beau cadeau qu'on peut faire, d'abord et avant tout, c'est une écoute bienveillante, une écoute pleine et entière, sans jugement à l'autre. Bon, est-ce que je me lance sur un deuxième bonus? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que oui. Faisons ça, prenons encore quelques minutes. Ça me tente. J'ai eu une question très pertinente la semaine passée pendant un coaching et j'avais envie de vous la partager, cette question-là, et de vous dire comment j'y ai répondu à ce questionnement-là. Donc, c'était un couple qui traverse une période difficile. Donc là, je ne parle pas d'un couple qui a un malentendu puis que le lendemain ou rapidement, les choses reprennent son cours puis ce fut très... les impacts ont été de très courte durée. Je parle pas de ça. Je parle d'un couple où vraiment ça brasse. C'est ça. Des réflexions, les habitudes changent aussi entre ces deux partenaires-là. Et la question qui m'était posée la semaine passée, que j'ai trouvée très pertinente, est-ce qu'on doit aviser les enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants par rapport à ça? Donc, j'en entendais beaucoup un souci de bienveillance par rapport aux enfants, de ne pas les inquiéter davantage, de ne pas créer d'insécurité chez eux. Donc, je trouvais ça très pertinent comme question. Et ma réponse fut, est-ce que selon vous, présentement, les enfants ressentent les choses? Et les deux m'ont dit absolument. Et je suis convaincue aussi que les enfants ressentent beaucoup les climats de tension, les non-dits, hein? Souvent, des fois, les couples vont me dire, on marche sur des œufs. Comme l'impression que les enfants aussi adoptent un peu ça, mais ne sont pas capables de l'exprimer, dépendamment de leur âge. Mais bon, tout ça, là, c'est dans l'invisible, mais ça se ressent. Donc, et je pense que les enfants captent encore plus que nous, les adultes, ce qui est invisible. L'énergie, l'atmosphère, tout ça, bien sûr, a un impact. Donc, mon but ici n'est pas de vous faire sentir coupable. Ce n'est pas du tout ça. OK? Des périodes difficiles, ça fait partie d'une vie de couple qui s'échelonne sur du long terme. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc c'est normal qu'il y ait des périodes qui est plus ardues. Donc, la réponse à la question, est-ce que ça serait préférable d'en discuter avec les enfants? Ben moi, ma réponse a été oui. D'ouvrir la discussion là-dessus. Et là, le comment, là, je ne pense pas qu'il y a une bonne façon. Je pense que les parents sont les mieux placés. Souvent, on fait un travail de collaboration, mais les parents connaissent leurs enfants, donc sont souvent à même de trouver une façon. Je les guide, des fois, je les aide, bien sûr, mais trouver une façon qui leur convient à eux et qui ressemble à leurs enfants aussi. Donc, il y a des couples qui vont choisir de faire on cherche mon mot, un conseil de famille. Donc, de réunir tout le monde ensemble, puis de juste comme dire, OK, peut-être que vous l'avez perçu, peut-être pas, mais entre maman puis moi ou entre papa puis moi, ben ça se passe pas comme d'habitude. On a peut-être moins l'air des amoureux, on est peut-être plus distant. Donc, tu sais, d'utiliser bien évidemment des mots selon l'âge des enfants aussi pour qu'ils puissent comprendre. Donc, il faut bien sûr s'adapter à ça, mais de les rassurer, en fait. C'est ça l'objectif. De nommer ce qui est présent pour vrai. C'est pas comme à l'habitude. Si vous ressentez ça, vous avez raison. Ça se passe moins bien. Mais on fait ce qu'il faut pour que ça aille mieux. C'est pas de votre faute.
Ça n'a rien à voir avec vous autres. C'est des conflits de grandes personnes ou des choses qui vont moins bien entre grandes personnes, puis on prend les moyens pour que ça aille mieux. Avez-vous des questions? Avez-vous des choses qui vous inquiètent? Puis si les enfants disent non, ben de rajouter simplement, ben si à un moment donné, il y a des choses qui vous inquiètent, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous le dire. Donc là, on est en train d'ouvrir, on est en train de donner la permission aux enfants de s'exprimer, puis de poser des questions s'il y en a qui pop. Donc, on est en train d'enlever une tonne de non-dits, une tonne d'impressions floues qui peuvent être très anxiogènes pour les enfants. Donc, on est en train de... Et bon, on est en train de les sécuriser. Et on est en train aussi de léguer ceci. Un couple, comme je le disais, ça a des phases. Comme eux, avec leurs amis, des fois, il va y avoir des chicanes. On est en train de normaliser ça. On est en train de normaliser le fait que ça se passe pas toujours merveilleusement bien et c'est correct. Ce n'est pas un drame. C'est pas dangereux. Ça fait partie du parcours. Tu es en train de dédramatiser ça. Et donc, on est en train de leur apprendre qu'eux aussi, ça va pouvoir être ça. Puis que ça va être OK. Et en leur disant, on fait ce qu'il faut. Certains parents vont être à l'aise de dire, on a des rendez-vous parce qu'on va chercher de l'aide. On est en train d'apprendre à l'enfant en même temps que si lui, il a un problème, puis que ça va pas, ça peut être une vraiment bonne idée d'en parler à quelqu'un puis d'aller chercher de l'aide. On est en train d'enlever tous les préjugés sur demander de l'aide, c'est d'être faible, c'est toute cette affaire-là qui est encore très, très présente, même si on est en 2024. On est en train de leur léguer cet héritage-là de « il y a un problème, il y a des gens pour nous aider ». C'est ce que nous, on est en train de s'offrir. On est en train de légitimiser tout ça. Quel legs incroyable à faire aux enfants. Qu'est-ce que ça leur ouvre des possibilités pour qu'ils puissent s'exprimer davantage sur leurs difficultés, qu'ils puissent voir que, aller chercher de l'aide, c'est normal. J'étais pour dire c'est banal. J'aimerais donc ça que les gens voient ça comme ça. C'est banal en ce sens que, je sais pas là, mais moi, si j'ai un problème avec mes tuyaux à la maison, que ça coule puis tout ça, ben je veux dire, je vais appeler un plombier, tu sais. Puis je me poserais pas 10 000 questions, puis je ferais pas comme... J'hésiterais pas, en fait. Ça serait si chouette que par rapport à la vie amoureuse ou notre vie intérieure, notre vie... C'est ça, quand on est dans une période plus ardue, qu'on rencontre un défi, puis que malgré nos connaissances, malgré nos ressources, ben que finalement, on n'arrive pas à des résultats intéressants ou celles qu'on souhaite, on n'arrive pas à s'en extirper comme on le souhaiterait, qu'on aille chercher de l'aide, puis que ça soit aussi banal que d'appeler le plombier quand j'ai des problèmes avec mon lave-vaisselle ou peu importe quelque chose en lien avec la plomberie à travers ça. Il y a certains couples, quand je disais tantôt, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Ben oui, il y a des mauvaises façons. Je dis n'importe quoi, là. Il y a des mauvaises façons, mais qu'il n'y a pas une formule parfaite, en fait, pour parler aux enfants qu'on vit une période plus difficile dans notre vie amoureuse. Il y a vraiment, s'il y a des grandes différences d'âge entre les enfants, ben des fois, oui, c'est mieux de les prendre de façon isolée. Parce que nos exemples ou les mots qu'on va choisir, ben ils vont être adaptés à l'âge de notre enfant. C'est-à-dire, si notre enfant a 3 ans, puis l'autre a 9, on ne va pas dire les affaires nécessairement de la même façon. Assurément pas de la même façon. Donc, quand je dis que ça dépend de chaque contexte, puis que les parents sont souvent à même de choisir une formule qui
convient à leurs propres enfants, c'est aussi ça que je veux dire. Ça se pourrait aussi qu'il y ait des parents qui trouvent que, il y a des parents qui vont dire: «Ben moi, je suis plus proche de tel enfant, puis là, ben mon conjoint, lui, est plus proche de tel». Fait que, tu sais, vous pouvez aussi y aller de cette façon-là. Rendez-vous ça aussi, plus simple, là. C'est bien correct. Mais moi, je pense que ça peut être très non seulement utile, mais faire beaucoup de bien. Puis d'enlever de la pression aussi sur la vie de couple, de dire, «Hey là, faut pas que ça paraisse, faut que ça aille mieux pour que les enfants, là, tu sais, s'ils voient que là, on s'est retrouvés, puis que là, on a réglé nos affaires, puis tout». Tu sais, s'enlever cette pression-là. Ce que j'appelle s'occuper des difficultés sans s'en préoccuper ou sans se stresser ou se rajouter une pression par-dessus ça, qui seront pas du tout utiles. Donc, c'est ce que j'ai répondu à ce couple que je sentais très bienveillant envers leurs propres enfants, qui voulaient s'assurer du meilleur pour eux, en fait. Et je pense que c'est ça, les enfants sont capables, non seulement sont capables, mais perçoivent vraiment beaucoup les choses et que ça peut être ô combien rassurant, ô combien sécurisant de nommer les choses telles qu'elles sont, en leur signifiant que c'est pas leur responsabilité de régler ça. C'est nous qui allons tout faire pour que ça aille au mieux. Il y a des pièges à éviter, que j'ai envie de vous dire. Attention de faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Si votre enfant vous demande: «Est-ce que papa et toi ou est-ce que maman et toi, vous allez vous séparer?» Attention de promettre que non, OK? Parce que c'est souvent une promesse qu'on ne peut réellement pas nécessairement tenir. Ce qui peut être rassurant, c'est on fait tout en notre pouvoir pour pas arriver à ça. Tu ça peut être la réponse, c'est pas ce qu'on souhaite. On fait tout pour pas en arriver là. Et de faire la promesse: «Non, non, non, ça arrivera jamais». Êtes-vous sûr de pouvoir respecter ça comme promesse? Autre piège à éviter, et ça sera ma dernière parce que là, hein, c'est un long live. Dernière chose que j'ai envie de vous proposer, un autre piège à éviter, en fait. Attention de, vous servir de l'un de vos enfants comme un confident. De Il y a certains parents qui ont des liens très proches avec leurs enfants, un lien très fort. Hem, tout ça, c'est bon. Je veux dire, c'est ça, d'avoir une belle relation de proximité avec son enfant, avec beaucoup d'honnêteté, tout ça, c'est parfait. Mais quand qu'on se confie à notre enfant par rapport aux difficultés, tout ça, puis je parle pas de le dire spontanément, puis dans la légèreté, puis je parle vraiment de se confier, là, qui devient, la personne à laquelle on raconte comment on se sent, est-ce qu'on trouve difficile. Donc vraiment là, que cet enfant-là devient notre principal confident. Ce n'est pas le rôle de votre enfant de vous offrir ce genre d'écoute-là, de vous soutenir, de vous réconforter. Ce n'est pas son rôle. Donc attention,
d'inverser les rôles. C'est-à-dire que là, l'enfant devient la personne qui soutient, qui réconforte, qui encourage. C'est très lourd pour un enfant. C'est très lourd, ce n'est pas de sa responsabilité. Il n'est pas outillé pour faire ça. Il n'a pas tous les outils, toutes les capacités, dépendamment de son âge, par contre, là. Mais c'est ça. C'est surtout pas son rôle. Donc, je pense qu'on peut être très proche de nos enfants. Il faut garder une certaine vigilance à bien garder nos rôles respectifs et à se responsabiliser en tant que parent. Hein, dire, bon, OK, si j'ai besoin de soutien puis tout ça, d'écoute, ben, qui peut me l'offrir autre que mes enfants? Je conçois que les enfants peuvent en apporter une partie, hein, mais d'assumer ce rôle-là, d'accorder ou de léguer ce rôle-là principal à un enfant, ça peut avoir ça amène les enfants à vivre beaucoup d'impuissance, beaucoup d'anxiété. Donc, ça a des conséquences importantes. C'est juste ça que je veux vous dire. Donc, je vous invite à renverser la situation si jamais vous êtes tombé dans ce piège-là et de voir à qui d'autre vous pouvez vous confier afin de rétablir ce rôle-là parent-enfant. Donc, voilà. C'était la question qui m'a été posée et que j'avais envie aussi de vous partager pour que ça puisse profiter à un plus grand nombre. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère que tout ça vous a été utile. N'hésitez pas à me transmettre vos commentaires, à me partager vos questions, à m'informer des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans la section bonus des péripéties du mardi. Donc, merci infiniment d'avoir été là, que vous soyez en direct ou en différé. C'est vraiment très agréable de toujours vous retrouver pour vivre ce moment-là avec vous. Donc, merci, merci, merci. Puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis je vous dis à bientôt!